Bonjour à tous. Je pense qu'il est intéressant qu'on fasse une vidéo pour que je vous explique un petit peu le reste du cours, celui qu'on n'a pas vu vendredi dernier, juste pour repasser en revue avec vous les caractéristiques du romantisme et peut-être vous initier à l'analyse de tableaux en comparaison avec une poésie. Je vous rappelle que ce que je vais montrer ici se trouve déjà dans votre cours et chaque point est bien détaillé et correspond exactement au point qui se trouve dans votre cours. On s'était arrêté la dernière fois sur l'idée que le romantisme était un courant en rupture. Je vous avais dit que c'était une avant-garde qui était en rébellion contre une série de qualités et de caractéristiques, surtout du classicisme, qui était un courant qui l'avait précédé. En fait, qu'il remettait en question toute l'idée de raison et d'idéalisme, prônée d'une part par les Lumières et d'autre part par les classiques. En fait, cela s'explique grandement par l'expression du mal du siècle, c'est-à-dire que le XIXe siècle va être un siècle très très chamboulé, commençant par la Révolution française et puis l'impérialisme de Napoléon, et se terminant, après moult changements de direction, par une république. En ce qui concerne le chant et l'esthétique romantique, c'est intéressant parce que c'est un courant qui dépasse la France, qui prend place en littérature et en peinture dans toute l'Europe. Je cite notamment des artistes allemands, russes ou anglais qui ont participé au courant romantique. Il affirme la primauté du ressenti sur la raison, c'est-à-dire que ce sont les sentiments qui priment sur la logique. On va donc avoir des artistes qui s'autorisent de parler d'eux-mêmes et de leurs sentiments. Comment vont-ils représenter la vie humaine? Eh bien, surtout de manière lyrique, c'est-à-dire en chantant les sentiments humains, les émotions vives, que ça soit positif ou négatif, telles que le mal-être, la violence, très positifs comme la rêverie et l'exotisme, et puis aussi chantant la force de la nature, la spiritualité. On revient vers un certain mysticisme. Alors je vous conseille d'aller voir la vidéo que je mettrai en lien sur le tableau d'Eugène Delacroix, La mort de Sardanapale. C'est intéressant, il y a quelqu'un dans cette vidéo qui analyse un petit peu ce tableau en comparaison avec le courant romantique. J'en profite pour vous montrer un tableau d'Eugène Delacroix qu'on ne présente plus, La liberté guidant le peuple. Vous voyez bien que cette révolution française qui a débuté le siècle est tout à fait intéressante et tout à fait prégnante dans l'imaginaire des artistes. On voit qu'on propose ici une allégorie de la France, qui est une femme portant le drapeau français, presque dévêtue, je dis bien presque, et vous avez autour d'elle une violence qui est tout à fait visible. Et en même temps, tout est suggéré. Alors, pour essayer de faire un petit peu une synthèse de notre courant romantique, nous allons essayer d'associer deux objets artistiques et les faire collaborer. Il s'agit d'une part de la peinture qui est un objet artistique muet, et qui est une simple représentation, dont on doit finalement tirer des paroles et des sensations issues, mais qui sont des interprétations. La seule sensation concrète que l'on peut avoir par rapport à la peinture, c'est la vue. La poésie, d'autre part, qui est une parole sans image, dans le sens où la vue est associée aussi à une audition. Nous lisons une parole dite, cependant il n'y a aucune image. Toute description doit être élucidée dans notre esprit comme une image que nous allons interpréter par rapport à des descriptions ou des paroles. Sinon prenons par exemple un poème romantique du XIXe siècle qui s'intitule L'oreiller d'une petite fille. Voyons quelles sont les images et les sensations que nous tirons de cet aspect parlé et visuel. Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, plein de plumes choisies et blancs, est fait pour moi. Quand on a peur du vent, de la tempête, cher petit oreiller, que je dors bien sur toi. Beaucoup, beaucoup d'enfants pauvres et nus, sans mère, sans maison, n'ont jamais d'oreiller pour dormir. Ils ont toujours sommeil, ô destinée amère. Maman, douce maman, cela me fait gémir. Alors nous avons deux idées dans ce poème. D'une part, l'idée que l'oreiller permet de bénéficier d'un sommeil agréable. C'est surtout visible dans la première strophe. Cependant, ce sommeil agréable peut être perturbé par une peur, la peur des éléments naturels, tels que le vent ou la tempête. En outre, on peut aussi être perturbé au niveau de son sommeil, car nous n'avons pas d'oreiller, donc finalement l'oreiller représente aussi une situation confortable. C'est un poème romantique ici qui prend en fait la nature comme perturbante, le contexte aussi socio-économique comme perturbant par rapport à un bien-être, le sommeil. Toutes ces images
Quand je les vois représentés, je vois donc surtout un sommeil agité. Je l'associe donc à un tableau, Le cauchemar de Johann Heinrich Füssli. Qu'est-ce que je vois comme rapport entre ce poème et ce tableau? C'est surtout l'idée du sommeil agité, agité par les éléments perturbant le sommeil. Dans ce cas-ci, j'ai choisi de prendre la peur et le cauchemar. On voit que la personne est totalement désarçonnée par rapport au diablotin et au cheval noir infernal qui surplombe cette personne et la terrifie. De manière plus concrète, nous allons essayer ici de résoudre les images d'un poème, L'isolement de Lamartine, grâce à une peinture. Celle de Caspar David Friedrich. Tous les deux sont des artistes du courant romantique, surtout du courant romantique du début du siècle, et en fait, c'est intéressant de faire cohabiter cette partie de l'isolement de Lamartine et le tableau de Friedrich, et surtout de voir comment ils peuvent collaborer. Essayons de résoudre les images phrase par phrase. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne. Nous retrouvons à droite une personne sur une montagne. Au coucher du soleil, tristement je m'assieds. On ne sait pas quel est l'état d'esprit du personnage, mais on a le droit de s'imaginer qu'il est triste. Je promène au hasard mes regards sur les plaines dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici nous avons presque parfaitement une représentation imagée de ce qui est décrit dans le poème. Ce regard au hasard, avec un tableau changeant, que l'on voit par rapport à la brume du tableau. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes. Il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Est-ce qu'on a représenté tout à fait cette deuxième strophe? Pas vraiment. Mais on a l'idée de cette strophe. D'une part, l'idée du grondement de la nature, du fait qu'elle est en train de vivre et s'enfonce dans un lointain obscur, une immensité à l'horizon. D'autre part, que la nature est aussi immobile, immobile comme le lac, avec des eaux dormantes, que la nature finalement est une grosse masse qui dort et qui ne nous attend pas, où l'étoile du soir se lève dans l'azur, encore une fois cette idée d'immensité, de lointain auquel on peut avoir accès. Donc, nous retrouvons quand même les idées de la nature vivace, de la nature immobile, et puis de la nature que l'on peut voir presque à l'infini. Ce tableau est donc très intéressant en associant la représentation visuelle à une représentation écrite sans image. On fait donc cohabiter parole et image grâce à ces deux documents, ces deux objets artistiques. J'espère que ça vous permet de faire une synthèse sur le courant romantique, et puis de voir aussi entre ces deux objets artistiques le lien qu'il y a au niveau du sentiment. Ce qu'on met en avant, c'est l'homme et sa solitude, l'homme et sa solitude dans une nature qui l'entoure et qui le dépasse. Et donc cette idée de mysticisme et cette croyance en une force dépassante, et surtout en l'idée que notre monde est mal fait, et que nous nous retrouvons mieux dans la nature sans la société des autres humains.